C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se présenter. Non, je t'arrête. On a eu l'occasion, c'est juste que j'ai pas pris le temps de me présenter. C'est vrai, c'est vrai. Alors, t'es prêt pour 7 euros? Ah ça y est, hein, c'est enfin dans 4-5 jours, là ça y est, on y est. On est encore un peu dans le mode club il y a encore quelques jours. Je vous invite d'ailleurs, on a fait le débrief de la Ligue des Champions, on a fait le bilan. Là ça y est, on est vraiment en mode pays, en mode été, en mode tournoi. Il était temps, regarde, j'ai mis le petit t-shirt. Le petit t-shirt. Donc je suis prêt, tu vois. Je vais pas me faire des amis, je le sais. Petit t-shirt à l'effigie d'Eder, c'est sûr. Bon, nous on est d'origine portugaise. Pour nous, ça va, mais bon, n'hésitez pas à nous lâcher des petits commentaires, on accepte le débat là-dessus. On aime bien chambrer, mais on accepte d'être chambré. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis carrément prêt, j'ai hâte. Ça fait des semaines et des semaines que je me fais les scénarios, les différents scénarios par rapport aux belles équipes qu'on va voir à l'Euro, les forts joueurs. J'ai hâte de suivre cette compète. Ouais. La conf WhatsApp en est témoin. Ouais. Que ça fait des semaines que t'es déjà dedans. C'est ça, beaucoup de vocaux, très longs. T'en pouvais plus, donc. Moi, ça va. Moi, j'adore le foot, tu vois. Non, mais du coup, on va pouvoir être dans le partage. Du coup, on revient un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se présenter. Non, je t'arrête. On a eu l'occasion, c'est juste que j'ai pas pris le temps de me présenter. C'est vrai. C'était un choix quand même. Mais je voilà. fais le choix de pas être poli. Du coup, moi, c'est Fabio. Et là, c'est l'ami Flo. Du coup, on est tous les deux là. Comme on l'a mis sur les petites légendes, les petits commentaires, tout ça qui suivent nos extraits et la première vidéo, on est deux passionnés de foot et on lance ce média-là qui est le média Joga. On va suivre toute l'actualité foot, c'est que le début et donc on est là pour un bon petit bout de temps. On aurait pu suivre la Kings League, mais bon, la polémique a fait que… Ah ouais, et l'élimination de la France, surtout, ouais, ça a été beaucoup trop court pour qu'on puisse s'investir là-dessus. Plus sérieusement, c'est vrai que l'Euro, là, c'est une belle occasion de commencer, en tout cas, de commencer par un tournoi comme ça, c'est cool. Et puis, il y aura pas mal de choses à dire, il y aura des matchs tous les jours, donc ça, c'est cool aussi. C'est ça. Ça va permettre d'être régulier aussi, et donc, comme on le dit, on espère que ça vous plaira. Bien sûr. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette compétition-là. Et je vais te demander directement, on va mettre les pieds dans le plat. Favori. Ouais, voilà, c'est ça. Quel est ton favori pour cet Euro et qui est-ce que tu vois soulever la coupe à la fin? Le 14 juillet en plus, un jour de fête nationale pour la France. Je dis ça, je dis rien. On disait qu'on était d'origine portugaise, mais je pense qu'on va être d'accord sur le premier nom qu'on met, c'est la France. Quand on regarde les effectifs des uns et des autres, pour moi, c'est quand même… c'est peut-être un peu de chauvin de dire ça. Chauvin. Je l'ai dit avec un accent. Ça passe, c'est lorrain. C'est peut-être chauvin de dire ça, mais la France, au-delà d'être un bel effectif, et c'est là où je veux en venir, c'est collectivement quand même… là, je vais pouvoir faire le parallèle avec le Portugal, justement, qui m'inquiète un petit peu sur ces matchs de préparation. Ah oui, ça t'inquiète? Je vais pas être excessif, mais je vais avoir l'occasion de le développer. Mais quand tu regardes d'un côté la France, collectivement, c'est une équipe qui arrive bien à s'exprimer, qui défend bien et qui arrive à bien attaquer aussi. Alors que le Portugal, là, j'ai l'impression que la phase de poule, c'est un petit peu un trompe-l'œil. Et que quand l'adversité s'élève un petit peu, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'individualité, mais que finalement, collectivement, on a du mal à créer quelque chose. Ça va être très intéressant parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Après, pour moi, le Portugal est favori quand même. Okay. Et je trouve justement que quand on entend les favoris, on entend la France, on entend l'Angleterre, on entend l'Allemagne, on n'entend pas le Portugal. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord, je te rejoins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait exprès de ne pas débattre sur certains sujets comme cela pour garder justement ce côté spontané sur les vidéos. Et effectivement, je ne savais pas que tu avais un point de vue aussi critique sur le Portugal. Bon, je te dis parce que j'ai regardé le match contre la Croatie. Ouais. Et la Croatie, c'est une équipe qui défend bien en bloc et tout ça. Et il n'y avait pas d'inspiration, il n'y avait pas de changement de rythme, il y avait un manque de créativité, alors que pourtant tu avais Bernardo Silva ailier droit, tu avais Bruno au milieu de terrain, tu avais Bruno Vitinha, tu avais Palhinha en sentinelle, ça bouge pas et c'est un joueur qu'il ne faut pas enlever. Alors que paradoxalement, tu vois, sur le premier match, tu avais un mec qui percute, qui perd fort comme Conceição à droite. Et pour le coup… Tu le dis avec l'accent. J'ai failli dire… En fait, t'as fait l'effort. Je voulais même dire Conceição et je me dis, je suis pas obligé, donc je me suis arrêté à la moitié, j'ai dit Conceição. Non mais je pense, comme ça tout le monde va pouvoir bien comprendre de qui on parle. Conceição. Fils du coach de Porto et peut-être futur coach de l'OM. De Sergio. Je le dis comme si c'était mon oncle. Ouais, c'est ça. Et à gauche, il y avait Léo. Ouais, et tu vois, Léo Conceição, ça percutait et tout ça.
Et sur ce deuxième match contre la Croatie, face à une équipe regroupée, on a moins retrouvé avec Joao Félix. Éternel débat de Joao Félix en sélection. Joao Félix qui joue avec la main dans le caleçon, il n'a pas peur des mots. Ouais. Je trouve qu'il se regarde jouer en sélection sur les derniers matchs. Et pour moi, ce serait pas étonnant que Léo lui passe devant sur ce tournoi. Moi, ce serait mon choix. Moi, si lequel je choisis entre Léo et Joao Félix, pour moi, le choix est assez clair. Il y en a un qui est beaucoup plus percutant, comme on le dit. J'ai encore des réserves concernant son niveau au football international, au niveau international, pardon. Voilà. Mais en tout cas, pour les favoris, je recentre un peu ce débat-là parce que nous, a priori, ce qu'on entend beaucoup dans les médias, tout ça, c'est qu'il y a 3 favoris qui seraient la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Angleterre parce qu'ils ont fait finale sûrement aussi, tu vois, et puis qu'ils ont un vivier. En fait, France, Angleterre, Portugal, pour moi, c'est peut-être les 3 qui ont le meilleur vivier sur cette compétition. C'est vrai qu'ils ont des belles performances. Mais l'Angleterre, ils choquent très régulièrement. Ils sont quand même allés jusqu'en finale, mais ils ont choke il y a 3 ans maintenant. Ouais, parce que 2021, à cause du Covid. La France. Finale en 2022 à la Coupe du Monde. L'Euro 2021, où ils se sont un peu manqués. Mais l'équipe de France ultra régulière depuis 2014. Depuis l'arrivée de Didier Deschamps. Finale 2016, Coupe du Monde 2018. Donc 2014, c'était quart de finale face à l'Allemagne. Oui, quart. On sort contre le futur vainqueur. Et ouais, ça s'est reproduit. 2016, la finale, ton petit t-shirt. 2016, la finale. 2018, on est champion. Le dernier Euro qui a été compliqué, du coup on attend justement cette réaction-là, pas reproduire le même schéma que contre la Suisse, cette fin de match, pareil. J'avais le PSG en travers de la gorge et là, t'as la France face à Dortmund, mais la Suisse aussi c'est des choses qui te marquent en tant que supporter de football. Voilà, ouais, la France pour moi est aussi clairement favorite. Parce qu'il y a un effectif qui est ultra complet, parce qu'il y a un effectif équilibré, parce que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux de terrain, N'Golo Kanté qui fait passer encore 3 étapes à cette équipe de France, on est dans une différente sphère, j'ai l'impression qu'on joue à 12 contre 11. T'avais des doutes toi sur le retour de... J'y avais pas songé. C'est pas que j'avais des doutes, c'est que sur sur son niveau. Ça par contre non. Pareil. À partir du moment où il revenait, N'Golo Kanté, c'est pas le genre de joueur qui se laisse aller, qui va être là, qui va partir en Arabie Saoudite juste pour prendre son chèque et qui va être là en mode je suis dans ma piscine, dans ma villa, tout ça, tu vois. Je savais qu'N'Golo Kanté, c'est un joueur qui est humble, qui a sa petite voiture, son mode de vie, il n'a pas changé, qu'il soit à Londres ou qu'il soit là-bas. Il a joué énormément de matchs. Bon, j'ai pas vu les matchs, je vais pas vous mentir, en Arabie Saoudite, mais j'ai suivi le fait qu'il ait joué plus de 40 matchs. Et pour moi là-dessus, j'avais pas de doute. Et c'était un joueur qui était déjà dans ses caractéristiques, c'était déjà un joueur qui était moteur, si je fais les petites références FIFA, qui avait déjà cette très grosse endurance. Donc là, ça pose pas de problème, il est là. Il est incroyable, je trouve, sur ces 2 matchs. D'ailleurs, un changement de système de l'équipe de France qui a noté, en tout cas sur le match face au Canada. Sur le deuxième match. T'as pu le regarder. Ça a été difficile, ouais. Ils ont toujours pas commencé à le diffuser là, sur TF1. On est quand même lundi, 17h49. Là, il est en mute sur l'écran encore. Non, mais effectivement, ouais, j'ai pu voir ça. Changement de système pour passer en 4-2-3-1. Je sais pas si c'est le schéma qui va être reconduit sur toute la compétition avec Grisou, Griezmann en numéro 10. C'est ce qui va être aussi intéressant à suivre sur les prochains matchs, le prochain match de la phase de groupe. Donc voilà, mais l'équipe de France, ouais, des garanties là-dessus, des garanties par rapport que ce soit le retour de Kanté. Qui rebat les cartes au milieu d'ailleurs. Qui rebat les cartes dans le milieu de terrain, mais pour moi c'est pour plus de concurrence et c'est sain pour le groupe. Je vois pas comme quelque chose son profil apporte réellement un plus. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a personne, si Kamavinga, il y a un peu ce mec qui se projette, mais je pense qu'il y a personne qui est capable de récupérer autant de ballons que peut le faire N'Golo Kanté. Il l'a prouvé dès son premier match, il avait récupéré 4 ballons dès son premier match, il est juste incroyable. Moi c'est un joueur que ça me choque de le voir encore aussi performant. Pour moi il était un peu oublié, mais il fait partie des tout meilleurs. Il avait été cité au moment du sacre de Chelsea en Ligue des Champions aussi, presque sur les classements Ballon d'Or, tout ça. C'est un joueur qui est incroyable. Et tu peux difficilement en fait avoir des doutes sur son retour, dans le sens où si Didier Deschamps va le rechercher, c'est qu'il a des certitudes sur son niveau. Ça c'est clair. Mais c'est ça. Et puis en fait, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, je trouve. Au final, quand tu regardes dans l'effectif, les joueurs, mais beaucoup de jeunes et peut-être un peu moins d'anciens qu'à une certaine époque. Donc là, ça te ramène encore quelqu'un d'expérience. On a eu beaucoup de blessures en fait avec la doublette Pogba-Kanté. Du coup, on n'a pas pu assurer la transition en équipe de France, ce qui a laissé place sur les dernières compètes à plutôt Guendouzi, voire un retour de Verretou, qui n'était pas un genou mais qui était revenu dans le groupe. Et c'est des joueurs qui n'ont pas assumé ce niveau international. Donc je trouve qu'en fin de compte, là, c'est juste parfait d'avoir Kanté avec des joueurs comme Tchouaméni, Kamavinga qui ont grandi sur la dernière compète
Et là, du coup, on a un milieu de terrain qui va être un des plus performants, selon moi, de l'Euro, grâce à Kanté. Je suis aussi rassuré devant de voir un Mbappé qui qui retrouve des jambes. Ouais, qui a retrouvé ses jambes et de l'envie de jouer, ça se voit tout de suite. Tu vois tout de suite la différence, c'est quand tu sais qu'il a fini. Il a eu des petits pépins là. Ouais, les petits pépins qui l'ont privé d'une titularisation encore hier, il est un petit peu ménagé, mais bon, il a fait une bonne rentrée en fin de match. Je pense que s'il était vraiment dans un état un peu plus critique, il aurait même pas pris le risque Didier Deschamps de le faire jouer sur un match amical comme hier. Il le fait rentrer sur le dernier quart d'heure, donc je pense que ça va aller. Mais après, avec le format, c'est vrai que j'avais noté que je voulais qu'on commence par le format. On n'a pas du tout commencé par le format à 24 équipes. On s'est laissé emballer par la France et le Portugal déjà. Mais le format de la compète fait qu'il n'y a pas forcément une nécessité d'avoir ton équipe type au pic de sa forme dès les phases de poule ou dès ou les 2 premiers matchs. Et je pense que Mbappé n'a pas joué, enfin il a manqué pas mal de matchs en club. Et là, les petits pépins qu'il a, ça fait qu'il arrive peut-être pas dans son meilleur rythme. Mais comme je dis, le format fait que je pense que c'est pas grave. Il va monter en puissance. De toute façon, c'est une des particularités de l'équipe de France. C'est une des équipes les plus physiques à chaque fois, en termes d'endurance surtout. N'Golo Kanté va prolonger cet aspect-là du jeu. Mais que ce soit Tchouaméni, Kamavinga, les défenseurs et tous les joueurs ont une grosse caisse quoi, en termes d'endurance. Et je pense qu'ils vont monter en puissance. Et Mbappé va pouvoir monter en puissance aussi de cette manière-là. Non, j'ai vraiment confiance en lui pour porter l'attaque. Avec Giroud devant alors? Ouais, Giroud pour moi remplaçant, dernier quart d'heure. 37 ans, moi je l'aurais mis titulaire, tu vois. Titulaire? Ah, pour moi il doit démarrer. Pour moi il démarre titulaire hier parce que c'est le dernier match en France. Pour moi c'est juste pour ça qu'il démarre titulaire. Marcus Thuram a démarré le premier match titulaire, c'est pas pour rien. Sur les dernières convocations on avait déjà vu Randal Kolo Muani être titulaire aussi en position numéro 9 ou Marcus Thuram. C'est quelque chose que Didier Deschamps travaille depuis un petit moment. Pour moi je vois Olivier Giroud apporter toute son expérience sur le dernier quart d'heure d'un match. Tu vois, genre présence sur les coups de pied arrêtés défensifs, les corners, tout ça. De la présence à la surface pour aller chercher un petit but, te mettre à l'abri. Si jamais le score n'est pas favorable et que Marcus Thuram ne fait pas les différences, moi je vois Giroud remplaçant. C'est pas impossible que ça change en cours de compétition. C'est possible. Si Deschamps s'aperçoit que ça ne fonctionne pas avec Thuram, il va se rendre à l'évidence et remettre Giroud, parce que Giroud, au final, par son profil et son jeu, il bonifie autour de lui. Tu vois. Mbappé, Griezmann, Dembélé. Et c'est une histoire qu'on a toujours vue en équipe de France, parce que la Coupe du Monde 2018 contre l'Australie, il ne démarre pas. Il me semble qu'il y a Giroud qui rentre en cours de match, que l'Euro aussi, ou avec la présence, la dernière Coupe du Monde avec la non-présence de Benzema, fait qu'il revient et fait que finalement il démarre le match alors que les matchs en tant que titulaire, alors qu'au final c'était censé être le remplaçant de Benzema. J'ai l'impression que c'est son histoire. Donc si Thuram n'assure pas, après ça c'est la loi de cette concurrence-là au niveau international, ce sera à lui de le faire. En tout cas, je pense que tu démarres le premier match avec Marcus Thuram. Après, selon la compétition, selon les performances, Giroud va peut-être certainement avoir un rôle à jouer, ça c'est sûr. Et on le disait avec l'Angleterre et l'Allemagne, là je pense qu'on est aussi du même avis. Moi je pense qu'on en fait un petit peu trop avec ces équipes-là. Tu vois, l'Allemagne, pays haute, mais pour moi ils n'ont pas un tueur devant comme ils ont pu avoir à une certaine époque. C'est Kai Havertz qui joue en faux neuf, sur le banc c'est Füllkrug qui est un joueur qui, on l'a vu, a fait une belle saison. Mais pour moi c'est un ton en dessous de certaines équipes. L'Angleterre, paradoxalement, a un bon attaquant et des joueurs offensifs très très talentueux. Mais moi, je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer l'Angleterre faire quelque chose. Moi, l'Angleterre, ce qui m'inquiète beaucoup, finalement, c'est dans leur effectif, si je remets les yeux dessus. Mais en tout cas, effectivement, les défenseurs, avec la non-présence de Maguire, qui est souvent moqué, mais finalement, c'est lui qui a assuré cet équilibre d'équipe-là pendant des années, qui a fait la finale, justement, du dernier Euro, tout ça. Là, quand je vois les défenseurs qui sont appelés, je vais vous en citer quelques-uns, je ne sais pas si vous les connaissez. Nous, on les connaît de nom, mais c'est vrai qu'on ne les a pas vus jouer une vingtaine de matchs non plus, on ne va pas vous mentir. Je crois que Southgate, il ne les connaît pas. Il faudrait qu'il fasse un petit effort quand même. Mais en tout cas, effectivement, il y a Marc Guéhi qui a joué sur toutes les sélections jeunes avec l'Angleterre, mais effectivement, joueur de Crystal Palace. Il y a Ezri Konsa, joueur d'Aston Villa. Et John Stones qui est la référence maintenant sur le poste et Lewis Dunk qui est joueur de Brighton. Donc à part si on a un féru de Première Ligue, sinon ces joueurs-là, on les a vus jouer un match contre notre équipe favorite en Première Ligue. C'est pas des joueurs qui ont des références folles au plus haut niveau. Et là où ils peuvent être
emmerdé entre guillemets. Embêté. Embêté. Le mot venait pas. Pour être très poli. Le mot venait pas, je dis le mot. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut faire le parler avec la France, c'est que la France, tu vois, Saliba, je crois que t'en as pas parlé encore, mais Saliba a fait enfin un bon match avec l'équipe de France. C'est son meilleur match. Mais il va pas forcément rebattre les cartes, parce que quand tu es sélectionneur, tu travailles une charnière centrale, surtout avant un tournoi. Ouais. Et à l'inverse, Southgate est embêté. Bah, il cherche par rapport à ça. Hein. Embêté, là, c'est bien. Par rapport à ça, c'est qu'il a travaillé justement avec Maguire, qui, même si quand il était décrié en club et tout ça, jouait pas, a toujours resté titulaire en sélection. C'est vrai. Et là, il est forfait juste avant la compétition, donc il va devoir travailler différemment sa défense centrale, avec des joueurs justement pas forcément confirmés. Donc effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. L'Angleterre, défensivement, ça peut être là leur point faible. C'est ça, c'est ce qui m'inquiète. Voilà, cette charnière-là à trouver avant une compétition, c'est quelque chose de particulier. Et le milieu de terrain aussi. Je trouve que le milieu de terrain, il n'est pas net non plus. Je vois un joueur, Adam Wharton de Crystal aussi. Ouais. Que Crystal Palace a fourni beaucoup de joueurs à cette sélection nationale. Quand on pense championnat anglais, Première Ligue, on voit les meilleurs clubs, j'allais dire le top 4, top 6, je sais plus comment le citer, top 4 anciennement. Voilà, les meilleurs clubs de Première Ligue, Crystal Palace n'en fait pas partie. Et pour autant, ils ont toujours des bons petits joueurs, un qu'on aime bien tous les deux, c'est Eze ouais. Sur le banc, ouais. Milieu de terrain, très très bon joueur. Typiquement le genre de joueur qui peut s'imposer au cours d'une compète, lui, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, ça aurait été le seul joueur de Crystal Palace que j'ai appelé dans une sélection de l'équipe d'Angleterre. Donc ça, c'est l'aspect qui va me surprendre aussi. Sachant qu'il a laissé de côté à la maison beaucoup de joueurs. Jadon Sancho qui vient de faire 6 mois exceptionnels avec Dortmund, Marcus Rashford, Manchester United. Il y en a un autre, Barnes et Grealish. Donc, tu vois, il a laissé quand même des gros noms qui viennent de gros clubs et il a pris des joueurs peut-être un peu plus modeste, on va dire, entre guillemets, moins connu. Et il a construit plus son groupe comme ça, j'ai l'impression. Après, il y a une réalité, c'est que là-dessus, là où il y a la plus grosse concurrence en équipe d'Angleterre, c'est effectivement le secteur offensif. Parce que Bowen, lui qui joue à West Ham, dans un club aussi peut-être moins connu que les gros clubs qui jouent régulièrement en Coupe d'Europe. Par contre, Bowen, je sais qu'il a fait une très grosse saison cette année avec West Ham. Voilà, qui a joué une Coupe d'Europe, il a fait une vraie saison, même s'il a joué sur une position de numéro 9. Qui n'est pas forcément la sienne. Qui n'est pas son poste de prédilection. Mais tu vois, ça, c'est des joueurs confirmés. Et sur le secteur offensif, il y avait une vraie concurrence, je la comprends. Dans le milieu de terrain, je trouve que c'est moins le cas. Je ne sais pas qui va être les milieux de terrain titulaires en équipe d'Angleterre. Puisqu'il a essayé aussi, là, en match de préparation, Trent Alexander-Arnold, qui d'ailleurs, même sur la liste, apparaît dans la liste des milieux de terrain. Et c'est un joueur qui a jamais, c'est une invention de poste là qui vient de se faire. Alors c'est un joueur qui a des qualités, qui est formé au poste de milieu, mais qui a explosé au poste de latéral et qui parfois rejoue au milieu de terrain. Et notamment en sélection ces derniers temps, je crois qu'il rejoue beaucoup au milieu. Ah ouais, ok. En tout cas, je l'ai vu aligné quelques fois. Ok, j'avais pas suivi ça parce que pour le coup à Liverpool, je l'ai jamais vu jouer sur cette position-là. Après, il a des qualités évidentes, hein. Les changements d'aile de Trent Alexander-Arnold, le jeu au pied, je sais qu'il tire les coups de pied arrêtés, ce qui est souvent représentatif d'un joueur qui a une bonne technique sur le jeu long, tout ça. Mais c'est quand même beaucoup de choses qui restent à créer là pour cette équipe d'Angleterre. Et l'équipe d'Allemagne, du coup, parler un petit peu aussi de cette équipe d'Allemagne. Une équipe d'Allemagne qui était très souvent décriée ces derniers mois, tout ça. Ils ont fait un gros match contre l'équipe de France. Et ça y est, on en parle comme d'un futur favori, une équipe qui va aller jusqu'au bout. Ils ont l'avantage d'être Tu trouves qu'on s'enflamme ? Je trouve que j'arrive pas à comprendre qu'il soit cité de manière aussi limpide de la part des commentateurs de l'actualité foot, de la part des supporters. On parle de l'Allemagne comme d'une évidence. Après, ils sont à domicile. C'est vrai que c'est un gros plus. Ils sont à domicile, et ils ont des bons joueurs offensifs avec Musiala par exemple, ou de l'autre côté Florian Wirtz. Ça, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, ils n'ont pas de neuf. Un joueur comme Serge Gnabry qui quand même, en club comme en sélection, marque des buts. Là, il n'est pas là. Je trouve qu'il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose. C'est un ton en dessous pour moi. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas avoir d'automatisme sur la charnière, sur l'aspect défensif. L'équipe d'équipe, après, ils ont un milieu de terrain très expérimenté, parce que Toni Kroos, ce retour-là, Gundogan, ça, c'est des joueurs qui ont une expérience folle. Ils ont les talents, Musiala et Wirtz, effectivement, qu'on a envie de voir jouer. Ça, par contre, je suis très excité à l'idée de les voir jouer. Je les vois pas forcément gagner cette compétition de manière aussi évidente, mais par contre, je suis très hypé sur le fait de les voir évoluer. Mais je pense qu'on s'est un petit peu emballé. Peut-être qu'on se trompe, hein. Et peut-être que là, tout ce qu'on dit, ça s'avérer complètement faux dans quelques semaines. Et voilà. On va se dire, on est passé à côté de quelque chose. C'est ça, mais c'est ce qui fait la beauté de cet exercice-là. En tout cas, là, le ressenti que j'ai à ce jour,
c'est que je me dis pas l'Allemagne va gagner de manière en étant au-dessus de ses adversaires de manière très claire. Donc ça, c'est ce qui va être intéressant à suivre. Par contre, moi, on va revenir sur le petit côté Portugal. Tu as commencé à évoquer tout à l'heure. Moi, j'aurais mis le Portugal dans les favoris. Portugal, c'est une équipe qui est ultra solide. Et quand je regarde l'effectif du Portugal, par contre, j'ai aucun doute sur les éléments en charnière centrale. J'ai pas de doute sur la présence des différents profils dans le milieu de terrain. Quand je dis différents profils, c'est-à-dire la sentinelle avec Palhinha, les joueurs qui sont techniques et qui peuvent casser les lignes et créer du jeu et qui travaillent aussi défensivement pour imposer un pressing aussi. La Vitinha qui le fait très bien. Je voyais peut-être pas forcément titulaire il y a quelques semaines. On en a un petit peu parlé. J'ai révisé. Tu verras, il va jouer au milieu. C'est ça, j'ai révisé là-dessus ma position là-dessus. C'est vrai que je le vois bien être là-dessus, venir un petit peu agresser au pressing, assurer tout ça. Il a pris de l'ampleur aussi cette saison au Paris Saint-Germain. Et Bruno Fernandes qui est pour moi un joueur au-dessus du lot tout de même. C'est le patron pour moi. C'est le patron et c'est le patron toute l'année. Il tire à bras le corps son équipe de Manchester United toute la saison. Voilà, les résultats sont peut-être moyens, mais il est parvenu à aller chercher sa petite coupe. Il a des performances lui. Il joue à tous les postes, il rechigne pas, il est jamais absent. Il est passé devant Bernardo au final. Quand tu regardes la progression des deux, Bernardo, il a atteint un certain pic et je trouve que Bruno, il a atteint un palier qu'on ne voyait pas forcément atteindre, tu vois. Après, ce qui me rassure dans cette équipe quand même, pour pas être pessimiste et inquiet, c'est que cette équipe, comme tu l'as dit, elle est solide derrière, elle est capable de jouer avec 3 véritables centraux comme à 4, une défense à 4, même si au final, il joue une défense à 4, les latéraux écartent. Le 6 recule au niveau des centraux, c'est un peu le même système, la même animation. Mais voilà, il y a différents profils, différents systèmes, différentes utilisations possibles, avec Bernardo à la fois sur une aile ou dans l'axe par exemple, avec un Conceição titulaire ou un Leao à gauche ou un Félix, avec Cristiano Ronaldo titulaire ou Ramos. Moi, je pense qu'il va quand même faire démarrer Cristiano parce que… Oui, l'expérience aussi. L'expérience, la qualité du joueur, il préfère jouer avec Cristiano titulaire quitte à le faire sortir à la 70e ou 75e que faire démarrer Ramos. Je pense que Ramos, voilà, il manque un peu de jambes, il n'a pas énormément joué avec le PSG. Il va peut-être monter en puissance aussi tout au long de la compétition. On va voir selon le rôle qu'il va avoir. Je pense, mais voilà, de ce côté-là… Le Portugal, c'est quand même rassurant de savoir qu'ils peuvent jouer dans différents systèmes et de différentes manières. Je préfère entendre ce discours-là de ta part, tu vois. Pour moi, c'est plus l'animation sur des matchs, comme contre la Croatie, tu vois. Si le Portugal demain tombe un quart de finale contre une équipe solide, type Croatie, type Pays-Bas, parce que pour moi, c'est des équipes qui vont aller loin et qui vont embêter. J'ai encore une fois dit embêter, qui vont embêter beaucoup d'équipes. Pour moi, ça peut être compliqué, tu vois. Enfin, c'est une équipe regroupée, si tu joues à l'arrêt, sans mettre d'intensité. Oui, mais je pense tu joues que sur des centres, surtout si tu as Ronaldo devant. Si tu tombes dans ce piège-là de vouloir jouer en centre et de façon statique. Justement, c'est là où il faut faire attention avec les matchs amicaux. C'est là où il y a eu cette défaite contre la Croatie. Il y a eu 2 buts encaissés aussi avec Pukki qui rentre en Finlande et qui peut nous inquiéter un petit peu. Je te le disais en plus avant. Je te disais, les matchs amicaux, ça arrive après une longue saison. Voilà. Et avant une compétition, donc c'est un petit peu un creux où les joueurs sont pas forcément à 100%. C'est ce que je me dis, c'est pour ça que je suis pas si inquiet que ça. Moi, je préfère qu'ils fassent les contre-performances ou les choses un petit peu litigieuses maintenant et qu'ensuite ils vont se mettre en route, ils vont monter en puissance. Mais par contre, la richesse de cet effectif-là, les latéraux, je pense qu'ils ont des doublettes sur les latéraux qui sont les meilleurs au monde. Hein. Voilà, j'hésitais à dire Europe, monde. Ouais, t'as pas hésité. Voilà, là-dessus ils sont complets. Les défenseurs, ils ont l'expérience de Pépé. Alors là, les supporters de football ou pas, c'est un joueur qui laisse jamais de marbre, Pépé. Mais en tout cas, cette expérience-là, qui va pouvoir jouer aussi à portée, le milieu de terrain ultra technique et beaucoup de solutions sur le secteur offensif, peu importe les choix. Léo, Félix, Jota, Conceição. Il y a beaucoup de monde. Je sais même pas qui va jouer dans ce registre-là, mais un effectif qui, pour moi, mérite d'être un des favoris de cette compétition-là. Je supporte pas qu'on ne les cite même pas. Surtout là, c'est le cœur qui parle un peu. Là, ça y est, ça prend le dessus, on est obligé. Je peux pas rester impartial. Ça prend le dessus. Je supporte pas qu'on cite une équipe d'Allemagne qui a gagné un match amical contre la France au mois de mars. Ça y est, on les cite comme des favoris. L'équipe d'Angleterre qui a rien gagné depuis 66 chez elle, une Coupe du Monde, mais ils ont jamais rien gagné. Ils ont jamais gagné un euro. Ils ont rien. Ça y est, on en fait les favoris. Ils ont des individualités. Mais de là avoir un groupe compétitif et tout ce qu'il faut, moi je vois tout ça sur l'équipe du Portugal, je le vois pas sur l'équipe d'Angleterre. On va s'arrêter sur le Portugal pour pas faire trop long parce qu'on est tous les deux très passionnés par ce jeu, cette équipe-là. En vrai, c'est plus la situation, enfin le dispositif de se dire si je joue contre une équipe regroupée, là je peux être inquiet. Mais
Pas sur le match amical en lui-même, parce que je sais que c'était qu'un match de prépa. Et j'ai parlé de Cristiano, ça m'amène, tu vois, ça me fait la transition. Parce qu'il était. En plus, j'étais un peu coupé l'herbe sous le pied parce que tu m'as préparé un petit quiz. Je sais que t'aimes pas les anglicismes, mais il a spoil le quiz parce que je voulais lui poser une petite question, revenir sur le dernier Euro. J'ai tapé Euro 2021, meilleur buteur. Il me faisait toute la liste en plus, donc je pouvais même pas demander le deuxième ou le troisième meilleur buteur. Donc toi, tu vois qui meilleur buteur? Moi, perso, je vois Cristiano remettre 5-6 buts parce que le groupe n'est pas très relevé. Je pense que déjà dans le groupe, sur la phase de groupe, il peut déjà mettre 3 à 5 buts. Ah oui, tu vas fort, Oui, j'y vais fort. Et cette année, même si c'était en Arabie Saoudite, il a mis beaucoup de buts. C'est vrai. Il arrive avec une confiance énorme et je pense qu'il peut finir meilleur buteur. Bah moi, j'explique pourquoi un peu moins de Ronaldo, parce que j'ai l'impression que la sélection nationale, elle s'est un peu justement quand il est en Arabie Saoudite, a appris à jouer un peu sans lui. En tout cas, ça a été le travail du sélectionneur Roberto Martinez. Et du coup, il y a d'autres joueurs qui se mettent un peu plus en avant. Il y a d'autres joueurs qui doivent aussi se mettre en confiance. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, le danger vient de différentes zones sur le terrain. Ça vient pas que de Ronaldo. Et je pense que Félix ou Léao qui seront sur le côté gauche, ils vont vouloir mettre aussi leur but. Je pense que le titulaire côté droit, ça va chercher. Je pense que les milieux vont se projeter. Je pense qu'il y aura des buts sur coup de pied arrêté ou au bout d'un moment, parce qu'on a des bons joueurs sur les coups de pied arrêtés, un bon joueur de tête, que ce soit Ruben Dias, que ce soit Pepe. Ronaldo en fait partie, mais Palinha, tout ça, ou les remplaçants. Inacio, s'il rentre sur une fin de match, un très bon joueur sur les coups de pied arrêtés. Je pense que ça va nous permettre de marquer certains buts, de nous mettre à l'abri. Et je pense que l'équipe, après, du Portugal, va peut-être pas pousser pour aller chercher encore des buts, alors que tu as ton résultat qui est verrouillé. Moi, Ronaldo, je le vois peut-être marquer 3-4 buts sur la compète, mais je vois les meilleurs buteurs aller en mettre 6 ou 7. Voilà. Et c'est pour ça que mon meilleur buteur, pour moi, ça va être Kylian Mbappé. Ça tourne beaucoup autour de Kylian Mbappé quand on parle de foot, mais bon, au bout d'un moment, compliqué de ne pas l'évoquer. Dans les grands rendez-vous, en tout cas avec la sélection, il a toujours été là. 2018, il a été là et c'est là où il a explosé. Il a marqué 4 buts en 2018. J'ai encore regardé, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais il y avait le documentaire là, sur TF1 sur Mbappé. Bon, c'est très bon enfant, c'est très positif comme docu. Mais en revoyant le docu, je me suis vraiment rendu compte d'à quel point ses débuts étaient vraiment incroyables. Et que surtout sur les grosses compètes, ils ont remontré 2018. C'est pour ça. C'était incroyable 2018. Et je repense aussi à 2022, tu vois, une compète comme la Coupe du Monde 2022. Après 2021. 3 buts en finale. 2021, il a été un peu plus décrié, mais il y avait. Tu vois, dans les grosses compètes avec sa sélection, Et surtout que là, il a beaucoup d'envie. Et il a faim après cette saison avec le PSG. De son transfert. C'est ce que j'allais dire. Il a parlé d'une libération en quittant le Paris Saint-Germain. L'officialisation du transfert, pour moi, il y a tous les voyants qui sont ouverts. Avec une équipe de France, je l'ai dit, qui fait partie des favorites, très clairement, que je vois aller jusqu'au bout. Donc forcément, une équipe qui va loin dans la compétition, donc beaucoup plus de matchs. Donc pour moi, plus de chances de marquer. Moi, je le vois en mettre beaucoup. Je le vois en mettre beaucoup, vouloir faire un statement avant son arrivée au Real Madrid, aussi pour rappeler aussi aux joueurs que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément besoin de lui, entre guillemets le Real, une grosse équipe, mais qu'il a quelque chose à leur apporter. Et je pense qu'il va avoir très faim sur cette compète. Tu peux me faire la traduction de statement? Statement. C'est pour nos nombreux spectateurs non anglophones. Anglophone. Statement. C'est vrai, c'est même plus complexe de le redire en français. Un statement, c'est une mise au point. Voilà, une mise au point. C'est ça, correction qui serait juste. Vous coucherez moins bête ce soir. C'est ça. Et du coup, on voulait aussi aborder les autres favoris. Je voulais qu'on parle quand même de quelques équipes. Il faut quand même les citer. Je pense que l'équipe d'Espagne. C'est vrai que l'Espagne et l'Italie, on n'en a pas. Voilà, ces deux équipes-là, un peu pareil que le Portugal, les équipes un peu du sud de l'Europe, les équipes un peu, on les cite pas trop. Les équipes méditerranéennes, on a un peu moins d'espoir sur ces équipes-là. Et moi, je dis qu'il faut se méfier. Italie, je peux plutôt parler de l'Italie parce que championnat titre, je pense qu'il faut quand même l'évoquer. Une équipe d'Italie qui, quand elle est engagée sur un tournoi international, elle répond toujours présent. Un peu comme l'Espagne. Mais c'est vrai que l'Italie, là, qui a pas mal renouvelé son effectif avec des jeunes qu'on ne connaît pas forcément. Beaucoup moins que, effectivement. Parce que déjà, les Italiens restent pour la plupart dans leur championnat. C'est ça. Et c'est beaucoup de jeunes là, qui viennent d'émerger cette saison ou depuis 2 saisons. Donc, ils vont arriver aussi un petit peu avec cet effet de surprise. C'est clair. Avec des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Bon, après, les adversaires vont étudier l'Italie, c'est sûr. Mais c'est vrai que justement, là, ils sont un petit peu. Ils avancent cachés, quoi. Un peu comme l'Espagne, parce que l'Espagne joue très bien au foot. Sur le papier, ils ont. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir, et moi, c'est en tout cas l'impression que j'ai.
c'est que je les trouve moins forts que forcément les années phares de l'Espagne. Sur le papier, c'est incontestable. Et ça, pour tu peux moi, le dire. Hein. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est que je les vois pas aller loin. Mais c'est des équipes, tu sais qu'elles seront toujours là et que si elles vont en demi, bah, ça me surprendra pas au final. Voilà, il y a de ça. Alors, avec l'Italie, moi, mon point de vue, c'est effectivement par rapport à ces joueurs-là, il y a eu tellement de joueurs qui ont été appelés ces derniers mois, ces dernières années, avec les changements de coach, de Mancini à Spalletti. Ils appellent rarement des listes de 26, ils appellent des listes de plus de 30 joueurs et ensuite ils en appellent certains. Et entre même deux matchs, même des matchs amicaux, d'un match à un autre, la physionomie est complètement différente. Ils ont joué dans un système à 4, ils ont joué dans un système à 5 sur leurs 2 derniers matchs amicaux. C'est vrai qu'il n'y a pas une lisibilité qui est claire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'équipe, je la vois tout de suite mettre un investissement en termes de pressing. Ils ont toujours un pressing qui est collectif. Ils sont ensemble. Ils sont tactiquement en Italie. Ouais, ils sont en place en fait. Et peu importe les joueurs, alors, les individualités, elles sont moins brillantes. Il y a plein de joueurs qu'on connaît moins. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais citer quelques noms que là je vois la liste devant moi. C'est des noms que je les connais, je les ai déjà vus être évoqués, mais j'ai rarement vu ces joueurs-là jouer. J'ai pas vu 10 matchs de ces joueurs-là. Ça va être Calafiori, par exemple, joueur de Bologne. Je l'ai pas vu jouer énormément. Bellanova que j'ai vu jouer sur le dernier match amical, effectivement, joueur du Torino. J'ai pas beaucoup vu jouer. Nicolo Fagioli, joueur de la Juventus. J'ai essayé de m'appliquer sur la. J'ai vu dans ses yeux l'œil a pétillé. Mais Fagioli, je vois qu'il joue à la Juventus, mais je l'ai rarement vu être titulaire. En tout cas, moi, quand j'ai vu la Juventus jouer, j'ai vu Cambiasso jouer, qui a été une découverte pour moi cette saison, qui est aussi appelé dans le groupe. J'ai vu des Rabiot, j'ai vu ces types de joueurs-là, j'ai vu des McKennie jouer. Fagioli, je l'ai vu, Locatelli aussi. Dans la rotation plus Fagioli. Dans la rotation, pour moi, c'est pas un joueur qui a joué les plus gros matchs, les matchs les plus importants de Serie A. Quand ça a été les oppositions contre l'Inter, le Milan AC, tout ça, les matchs que j'ai pu voir, je ne l'ai pas vu jouer. Donc il y a beaucoup de joueurs comme ça qu'on connaît moins bien. Et pour autant, collectivement, ils répondent présent. Tu l'as dit, ils ont moins de grosses stars, individualités et tout ça. C'est ça. La plus grosse star, la limite, c'est Federico Chiesa, tu vois. C'est très clairement Chiesa. Qui est l'anti-star, on va dire. C'est le très bon joueur, mais qui fait pas de vagues, qui est pas starifié, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, c'est vraiment symptomatique. Enfin, symptomatique, c'est pas négatif quand je dis ça, mais ça illustre bien cette équipe-là. C'est qu'on va pas l'attendre parce qu'elle avance cachée, comme je l'ai dit. Mais c'est quand je me souviens, nous on se souvient des sélections d'Italie dans les années 2000, il y en avait à l'appel, c'était des Totti, c'était des Del Piero, c'était. Le nombre d'attaquants qu'ils avaient. Ouais, Toni, Inzaghi, et puis même, Gilardino. Ce qui m'avait choqué, c'était les milieux de terrain, ils étaient presque tous capitaines en club à un moment. Il y avait Montolivo qui était capitaine du Milan AC, il y avait Daniele De Rossi qui était capitaine, vice-capitaine de la Roma avec Totti. Il y avait Andrea Pirlo, il y avait tous ces joueurs-là. Il y avait une charnière centrale Chiellini, Bonucci. Et ça, tu le retrouves plus. Donc je pense que là-dessus, les supporters italiens, ça vous embête quand même un petit peu. C'est quand même dommage, c'est clair. Mais pour autant, je trouve que vous avez une équipe encore qui est très belle, qui va faire quelque chose, qui va très bien jouer au football. Je trouve qu'on n'y pense jamais. Il y a un attaquant qui est là, Scamacca. Qui fait une grosse saison. Qui fait une grosse saison du côté de l'Atalanta, qui avait eu du mal à s'adapter à la première ligue du côté de West Ham. Petit clin d'œil à un ami à moi qui est abonné, qui est abonné à West Ham. C'est rare quand même, mais j'ai réussi à en trouver un. Du coup, voilà, qui m'a confirmé ça. Scamacca à West Ham, c'était plus complexe, mais là. Ça correspondait pas. Ouais. C'était difficile, les Italiens, de s'adapter à l'étranger. C'est ça, Après, lui, pour le coup, il a grandi aux Pays-Bas. Enfin, il a joué dans des clubs aux Pays-Bas. Donc, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de voyager. Un peu plus à l'international, voilà. Sur d'autres modes de vie, mais. Justement, de voir Scamacca là s'installer dans le 11 et de faire une belle saison comme ça, c'est là aussi où ils gagnent cette saison l'Italie et qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est que sur les derniers mois, justement, ils n'avaient pas trop de neuf. Tu vois, ils ont naturalisé Matteo Retegui. Pour rien. Je comprends pas cette naturalisation. Ils ont naturalisé un mec qui jouait dans des petits clubs argentins. Ouais, dans des petits clubs en Amérique du Sud. Ils ont été le chercher. Là, il joue au Genoa. Bon, c'est un joueur ok, mais. Et là, j'ai l'impression qu'ils tiennent enfin leur neuf depuis. Il y avait Ciro Immobile, mais pareil, en sélection. Il n'a pas le même rendement qu'à la Lazio. Ils avaient la doublette Immobile et Bellotti. Et Bellotti, ouais. Les deux là. Et les deux sont pas appelés. Les deux sont pas appelés sur cette liste. Les deux ont eu du mal à confirmer, saison après saison en Serie A, mais au niveau international, ça n'a jamais été brillant. Non, mais c'est pour cette équipe d'Italie, c'est ça. Et bon, une charnière centrale que j'espère voir.
Pour moi, c'est Mancini et comment il s'appelle, celui de l'Inter Milan. Tu vas m'aider, tu le connais par cœur. Bastoni. Bastoni, voilà. Moi, j'espère voir cette charnière-là dans un schéma à 4 derrière. J'espère voir ça pour l'Italie. Jouer à 5 alors. Peut-être moins. Après, c'est vrai qu'ils arrivent très bien à évoluer avec ces pistons-là. C'est une équipe qui arrive à le faire, mais je trouve que cette charnière centrale-là, elle est pour le coup, c'est pas des stars comme Bonucci, Chiellini, mais c'est deux joueurs qui peuvent être des révélations là. Encore passer un cap sur cet Euro. Tu me fais la transition, c'est magnifique. La passe décisive, elle est toute trouvée. On finit avec la révélation, là, plus au niveau des joueurs. Qui est-ce que tu vois comme révélation de ce tournoi-là? De ce tournoi-là. Alors moi, c'est le cœur qui va parler. Il faut savoir que je suis une équipe avec beaucoup d'attention tout au long de l'année. C'est Manchester United. Et ma révélation, ça va être Kobbie Mainoo. Parce que dans ce marasme que j'ai évoqué, ouais, j'utilise des mots pour l'Angleterre. Il vide son sac là, ouais, ça y est. Son sac. Et ça se trouve, l'Angleterre va être championne d'Europe à la fin parce qu'elle est annoncée parmi les grands favoris. Bon, moi, voilà, sur cette quête du milieu de terrain anglais, pour moi, Kobbie Mainoo va avoir un rôle à jouer. Avec Jude Bellingham qui va arriver un petit peu cramé de sa longue saison côté Real Madrid. C'est pas évident pour un jeune joueur de 20-21 ans d'aller remporter une Ligue des Champions. Hein, le reste de l'effectif côté Real a l'habitude, mais lui non. Bellingham, il va finir à 8 buts marqués. Il va venir devant chez toi comme ça. Ouais, et ça, on va le faire à chaque. C'est vrai qu'on l'a vu ça. Il faut absolument qu'on fasse la prochaine vidéo sur l'Angleterre pour encore la faire. Mais effectivement, il y a des chances, je sais pas. Mais en tout cas, il va être un peu à court sur le début de compète. Il n'a pas joué les 2 matchs amicaux là. Il va monter progressivement. Il va monter, voilà, il va arriver un petit peu après. Et du coup, il y a un joueur qui va devoir prendre de la place en attendant. Et je pense que Kobbie Mainoo, il a été appelé dès le mois de mars. Il a été projeté titulaire. Il a démarré le dernier match titulaire aussi, le dernier match amical de l'équipe d'Angleterre. Je pense que Southgate l'apprécie particulièrement. C'est un profil qui est très intéressant parce que le mec, il casse les lignes, il est technique, il a une relance qui est appliquée et il met de l'engagement physique. Parce qu'il a un sacré gabarit. Hein. Et malgré ça, il fait 1m84, ouais. Et il est technique, il perce les lignes, il a la faculté d'avoir cette vivacité-là parce qu'il est très jeune. 18 ans aussi, il me semble, hein, c'est ça. Et du coup, pour moi, ça va être la révélation de ce tournoi parce que l'équipe d'Angleterre, même si je les vois pas gagner, je les vois choquer à un moment ou l'autre, que ce soit en demi-finale ou même en finale parce qu'ils iront quand même loin, on va être quand même raisonnable. Mais du coup, Kobbie Mainoo va jouer beaucoup de matchs sur cette compétition-là, on va le voir évoluer. Pour moi, c'est ma révélation. Quelle est la tienne maintenant? Quelle est la mienne? Elle est un ton en dessous. Moi, c'est plus sur les buts que je vais c'est mon argument. T'as toujours kiffé le côté offensif, toi, voilà. Mais non, mais quand tu regardes l'Euro 2021, meilleur buteur, je l'ai dit tout à l'heure, Cristiano, égalité avec Patrick Schick. Patrick Schick, tu vois, c'est pas un mec qu'on va forcément sortir meilleur buteur d'un tournoi. C'est pas lui qu'on pense. Et il avait quand même claqué 5 buts, tu vois. Et moi, je me dis que là, ça va être le cœur qui va parler aussi, parce qu'on est messin, on supporte un peu le FC Metz, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, malgré la relégation. Et c'est pas évident. Il faut le rappeler, là aussi, il faut se vider un peu, c'est la fin de saison, on est relégué. On peut même raconter une petite histoire, c'est qu'on devait tourner le lendemain du match de barrage face à Saint-Etienne. Sauf que j'étais complètement aphone. Ah oui, c'est vrai. J'étais complètement aphone et du coup, on a dû décaler le tournage de la première vidéo de Joga parce que j'étais. Et t'avais plus de voix. J'avais plus de voix et Même moi, en vrai, j'avais la moitié de la voix qui était partie. Ah voilà, mais c'est vraiment la petite particularité qui a retardé le lancement de notre première vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je parle de Georges Mikotadze. Voilà, c'est ça. Avec la Géorgie. Le roi. Moi, j'ai suivi le roi Georges, j'ai suivi les barrages de la Géorgie, notamment contre le Luxembourg. Et donc voilà, pour moi, c'est une équipe qui peut se montrer solide sur certains matchs. On voit que bon, ils ont pris 7-1 contre l'Espagne en septembre, mais après, petit à petit, tu vois, ils se sont solidifiés. Tu cites des scores de tennis et tu dis comme si de rien n'était. Ils ont pris 7-1, mais. Je l'ai glissé comme ça. Ouais, non, mais après, ils ont pris 3-1 contre l'Espagne, tu vois, le match retour de leur phase. C'est quand même 10 buts pris. Mais c'est pas là où je veux en venir. Ok, pardon, excuse-moi. Laisse-moi y venir. Non, mais je me dis que tu vois, que je fais le parallèle avec Patrick Schick. Je me dis que sur une phase, et ça revient à là où on voulait démarrer tout à l'heure par rapport au format, c'est un format qui est assez ouvert finalement. Parce que tu as 16 équipes sur les 24 qui passent, tu as 4 meilleurs troisièmes qui passent, et je me dis que la Géorgie, si elle finit pas deuxième, elle a les capacités en tout cas de finir au moins troisième. D'aller en huitième. Et avec une attaque comme elle a, avec Kvaratskhelia et Georges Mikotadze, je me dis que tu vois, c'est typiquement le genre de joueur qui peut aller inscrire 4 ou 5 buts sur un tournoi comme ça, tu vois. 4 ou 5 buts sur un Euro pour Georges Mikotadze? Même s'il en inscrit 3, pour moi, c'est déjà bien, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Parce que il va disputer son premier Euro, c'est un joueur qui joue au FC Metz, c'est pas un club phare de notre championnat.
pour moi, même s'il inscrit rien que 3 buts, déjà, c'est énorme. C'est vrai. En tout cas, oui. Et avec le format, pour moi, c'est faisable, tu vois. On prendra beaucoup de plaisir à suivre ça. En tout cas, j'espère que ça te donnera raison. Et lui porter chance. Pourquoi révélation? Parce qu'ils vont jouer quand même une équipe comme le Portugal. Donc imagine, demain, il y a Portugal-Géorgie. Il met un but, une passe D. Je veux pas un but de Mikotadze face au Portugal. Je rigole. Tu vois, il marque contre le Portugal. Ah oui, ouais. Forcément, ça va popper, tu vois. Un statement, encore une fois. C'est un statement, mais s'ils prennent 5 millions en plus, tout le monde est content. Non, mais tu vois ce que je veux dire, l'impact que peut avoir le fait de marquer contre une équipe comme le Portugal. T'as raison, belle trouvaille pour le coup. C'est vrai que c'est un joueur qui est méconnu. Nous, on le connaît, en Ligue 1. Nous, on le connaît très bien. Mais comme je dis, si demain il marque contre le Portugal, le rayonnement, il va être d'une ampleur complètement différente, tu vois. Et ça va pouvoir tout de suite impliquer son transfert d'ailleurs. Ça va coûter plus cher pour Monaco. Ou Rennes ou Marseille. Ou Rennes ou Marseille. Et la question maintenant, après la surprise, quel est le flop que tu peux un peu anticiper? Quelle chose ne va pas fonctionner selon toi, que ce soit un joueur qui soit contre-performant alors qu'il est attendu? Ou quelle est peut-être l'équipe qui est attendue? Bon, on a pas mal parlé des favoris, en étant un peu plus pessimiste là-dessus, mais quelle équipe, pour toi, va peut-être pas performer? En fait, avec le format là, c'est difficile de voir une équipe passer à travers parce que… À minima, tu passes quasiment à la phase de groupe. T'as un filet de sécurité. Qui est même dommage parce que la phase de groupe perd un peu en intérêt là-dessus. Pour moi, c'est pas déconnant de concerner 24 équipes sur un tournoi européen parce qu'on parle d'Europe, donc voilà, il faut que ça englobe quand même beaucoup d'équipes. Après, là, oui, là où je suis pas d'accord, enfin, où j'ai du mal avec ce système-là, c'est qu'avec les 4 meilleurs troisièmes, tu as 16 équipes sur 24. Il est où le mérite si tout le monde passe, tu vois? Pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop, et c'est pour ça que là, j'ai du mal à ressortir une équipe parce que je me dis que même si je prends les Pays-Bas, par exemple, je me dis si les Pays-Bas, ils sont un peu moins bien. Bon, après, j'ai dit que pour moi, je les vois aller loin avec la Croatie, tu vois. Mais tu te dis une équipe comme les Pays-Bas ou comme je sais pas, l'Allemagne, on en a parlé tout à l'heure, même si elle perd un match et qu'elle fait un match nul, elle peut limite quand même finir meilleure troisième. Donc, tu vois, c'est difficile de voir une équipe passer à côté. Après, on le disait… Mais quand je dis passer à côté, c'est par rapport même aux attentes. Par exemple… l'Angleterre, typiquement, tu vois, tout le monde les voit quasiment gagner, dans les favoris. Quasiment S'ils sortent en 8e, pour moi, c'est un flop. Tu vois. Très clairement, là, je te rejoins. Ce serait le cas. Mais l'Angleterre, mais après, tu les vois pas sortir en 8e, si? Non, je pense pas. En fait, je trouve qu'on en fait 3 avec eux, mais dans le même temps, ils ont quand même sur le papier un effectif. Je vais te donner le mien, peut-être que ça va te… Après, tu peux parler aussi d'un joueur qui a attendu performant et qui ne le serait pas. Moi, je vais te parler d'une équipe en flop, je pense à la Belgique. Je pense que la Belgique est une équipe dont on n'a pas encore parlé là, qui n'est pas dans les ultra favoris, mais qui est quand même une équipe qui, ces dernières années, avait fait des bons résultats. Et moi je pense que là, elle est sur une pente vraiment descendante et je pense qu'elle va faire un flop malgré la présence de joueurs comme De Bruyne. Je l'avais pas noté, mais on en avait discuté avant, c'est pour ça, et sûrement que j'avais voulu te le laisser. Mais oui, la Belgique. Moi, si je parle plus de l'aspect offensif, comme c'est ce que je préfère. C'est vrai. Mais tu perds Eden Hazard, tu as Kevin De Bruyne qui commence aussi à accumuler les années, on voit Pep Guardiola le sortir aussi en fin de match, ce qu'on voyait pas forcément avant. Du coup, sans Eden Hazard, le capitaine, la principale arme offensive. Lukaku est toujours là, surtout dans les tournois, on le voit quand même toujours mettre 4, 5, 6 buts. Il a déjà marqué 6 buts à l'Euro déjà. Donc, meilleur buteur de sa sélection. Là-dessus, je me fais pas de soucis, mais c'est vrai qu'il va leur manquer un truc devant. Et puis sur l'aspect défensif, c'est là où cette équipe elle a du mal à se renouveler. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, c'est l'aspect défensif parce qu'ils ont eu Vermaelen, Vertonghen pendant des années et ils ont eu Thibaut Courtois. Et ça, ils sont en train de le perdre. Et du coup, c'est ça Thibaut Courtois qui n'a pas été appelé. Et du coup, quand je regarde la sélection, je vois des profils qui ont des forts potentiels. Je vois De Bast, par exemple, joueur d'Anderlecht que je connais un petit peu. Faes, qui est passé par le championnat français, je dis à Lens ou à Rennes ? À Reims, pardon, c'est exactement. Tu vois, mais ces types de joueurs-là, au niveau vraiment… je confondais aussi avec Arthur Théâtre, que j'ai vu aussi à Metz jouer. Tu vois, ces joueurs-là, je les vois pas aussi forts sur la charnière centrale. Je vois Axel Witsel aussi qui est appelé, qui est protégé dans une défense à 3 du côté de l'Atlético, qui est un des défenseurs centraux de cette liste belge. Ils sont dans un entre-deux un peu au final. Là. Tu vois, il y a des joueurs qui vieillissent, il y a Eden Hazard qui est parti. Et là, ces jeunes-là, peut-être que dans 4 ou 6 ans, ça sera le socle de la sélection comme peuvent l'être ont pu l'être pendant les années Hazard, De Bruyne et tout ça. Et moi, je les vois flopper de ce fait-là, pardon. Mais on entend
Wow, 1, 2, 3, c'est la fin de la vidéo. Ouais, là, c'est pour ça. Et j'ai plus d'eau en plus. On n'en entend pas parler, et c'est peut-être à juste titre, tu vois, qu'on n'en entend pas parler, c'est que. Je pense qu'ils ont loupé. Sont en dessous. Ils ont réellement loupé le coche quand c'était cet aspect-là, la génération Eden Hazard, De Bruyne, tout ça. Ils l'ont loupé pour moi. Ils vont avoir beaucoup de mal à retrouver une génération aussi talentueuse et du coup à être à nouveau au plus haut, en tout cas attendu dans les favoris. Donc pour moi, c'est mon petit flop, c'est la Belgique. Bah voilà, ça va être le mien aussi. Voilà. Comme ça, je me fatigue pas. Il n'y a pas de souci. Donc on a évoqué toutes les rubriques qu'on voulait évoquer. Je voulais juste faire une dernière petite précision parce que sur le jeu de l'Espagne, c'est ce qui fait la particularité du jeu espagnol, c'est que malgré qu'ils aient un effectif moins fort, ils ont toujours ce jeu-là, mytho tiki-taka, j'ai envie de le citer, de cette manière-là. Qui est toujours chiant à jouer. Voilà, c'est ça. Et pour moi, eux aussi, c'est beaucoup ce qui fait la différence entre l'équipe de France et les autres favoris, c'est vraiment l'aspect défensif. L'équipe de France, qu'on n'aime pas, elle est équilibrée, elle va être là et elle va défendre le plomb avec des Kanté dans le milieu de terrain, des défenseurs, tout ça. Alors que les autres sélections, j'ai moins de certitude là-dessus. L'équipe de France, en fait, tactiquement, elle est taillée pour aller loin dans les compétitions. C'est ce qu'elle fait à chaque fois ces derniers temps. Donc c'est le côté très sympathique quand on est français, côté qui peut être très embêtant pour les autres sélections, notamment là à ce prochain Euro. Et du coup, il y aura pas un grand quiz, mais il y avait une petite question où j'espérais y échapper. Non, tu n'y échapperas pas pour finir. Une petite question, c'est quel a été le meilleur joueur du dernier Euro? Celui qui a eu le trophée de meilleur joueur du dernier Euro. Oh, alors parce que quand je l'ai découvert. Donc c'est ni un Anglais ni un Italien. Non, je pourrais pas en dire autant. À chaque fois, tu vois juste là-dessus. Non, pour le coup, c'est un Italien. C'est un Italien. Ouais, okay. J'ai eu l'information hier en regardant le match amical de l'équipe d'Italie. Donnarumma. Exactement, bien joué que le. Ben voilà, et c'est la fin. On finit à nouveau. Par déduction, je me suis dit c'est surprenant, c'est que c'est un poste. Et puis ça m'est revenu, je me suis dit je crois que c'était Donnarumma. Malheureusement, t'as l'esprit qui est juste pour cet exercice-là parce que je suis dégoûté. Quand j'ai entendu que c'était Donnarumma, je me suis dit c'est vrai que l'équipe, en plus il y a les séances de tir au but, tout ça. C'est pour ça, c'est ça. Non, il a été brillant sur la compète, mais tu me le demandais de manière spontanée hier. Jamais de la vie je te citais Donnarumma. Donc voilà, le petit clin d'œil. Un peu. Ah ouais, t'as bien joué le coup. J'ai prêché le faux pour savoir la. Tu es très malin. Je n'en doutais pas. Mais et du coup, encore une fois, on vous fait les petits rappels. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre les petits pouces qui font bleu pour le référencement, les vidéos elles remontent, les commentaires aussi. N'hésitez pas à commenter, à nous dire vous quel est votre flop. On vous a laissé des petites parties comme ça. Quel est votre flop? Quelles sont vos certitudes? Quel est votre joueur? Quelle est la révélation selon vous? Voilà, moi j'aurais pu citer par exemple aussi Højlund. Je voulais pas trop l'axer Manchester United, mais voilà, Højlund, je pense qu'il a marqué beaucoup de buts avec le Danemark. Faites-nous tous ces retours-là. Suivez bien l'actualité Joga. Nous, on va revenir très vite avec d'autres vidéos pour suivre cet Euro. Venez sur tous les réseaux aussi, tous les réseaux sociaux. De toute façon, c'est en description, Instagram, TikTok. YouTube avec les shorts. X Twitter. On a même fait un compte Facebook pour les darons. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas, c'est pour vous. C'est pour vous, ça s'adresse à tout le monde. Et voilà. C'est ça. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais déjà le geste. À très bientôt. Salut. Ciao.